La santé est absolument essentielle. Elle vise à préserver la santé des populations le plus longtemps possible, évidemment, et de manière précoce pour éviter les dégradations futures. Les politiques de prévention visent de nombreux domaines, les addictions, le bien vieillir ou encore la santé au travail, et pourtant elles restent le parent pauvre des politiques publiques. Comment peut-on changer la donne et faire en sorte que la prévention soit prise en compte à sa juste valeur? Quels sont les domaines prioritaires sur lesquels agir pour tenter d'y voir plus clair? Je suis ravi d'accueillir Christine Ferron, déléguée générale de la Fédération Promotion Santé, qui est une habituée de l'émission, puisqu'elle était déjà intervenue. C'est la deuxième fois. On commence à avoir des invités récurrents, ça prouve qu'on a du succès. Et Pierre-Louis Brun, inspecteur général des affaires sociales, on est ravi de vous accueillir et auteur d'un rapport récent, novembre 2024, c'est ça, sur le financement et la mesure de la prévention. Alors on a fait cet effort en première séquence d'essayer de mieux définir de quoi on parlait quand on évoquait la santé mentale, où on parlait un peu de mots valises, où on le sort à toutes les sauces mais on ne sait plus trop ce que c'est. Est-ce que c'est un peu la même chose pour la prévention selon vous? Et est-ce que on peut essayer de tenter de définir ce que c'est que le mot prévention? Bon courage, vous avez 2 minutes. Donc la prévention en général, ça fait consensus. D'ailleurs, l'adage « mieux vaut prévenir que guérir », tout le monde le partage. Si on veut définir de manière cursive, la prévention, c'est empêcher l'apparition des maladies et limiter leur aggravation dès lors qu'elles sont survenues. Mais une fois qu'on a dit ça, on a désigné une multitude d'actions ou de politiques possibles. Faire de la prévention, c'est construire des pistes cyclables pour que les gens puissent faire de l'activité physique, c'est réglementer les pesticides, c'est développer les dépistages, c'est promouvoir la vaccination, c'est améliorer les conditions de travail, c'est redéfinir la ville, c'est augmenter le prix du tabac pour que les gens fument moins. Donc vous voyez bien que derrière le mot « il faut faire de la prévention », quand on l'utilise, eh bien on dit tout et on dit rien parce qu'on désigne un ensemble d'actions possibles et de politiques tellement vastes que voilà. C'est pas tellement étonnant que les responsables politiques en parlent à tout va. Et d'ailleurs, dès lors qu'on a un mot aussi vague et aussi sympathique, empêcher les maladies, eh bien personne ne peut être contre. Et depuis 40 ans, il n'y a pas un ministre qui n'ait pas dit que la prévention était sa priorité. Ils le disent tous, c'est dans le disque dur au ministère. Voilà, c'est comme les jeunes quand on se présente à l'élection présidentielle. Oui, bien sûr. Ma priorité, c'est la jeunesse. La priorité, c'est la prévention et les jeunes. Voilà, exactement. Vous avez un discours préparé pour votre prochaine campagne. Voilà, exactement. Christine, pourquoi c'est important, en tout cas, d'arriver à définir ce que c'est que la prévention? C'est vraiment très important parce qu'effectivement, c'est dans le discours politique. Mais contrairement à la définition très large qui vient d'en être donnée, à laquelle j'adhère évidemment, très souvent, puisque vous évoquez les responsables politiques, leur vision de la prévention, c'est vraiment par le petit bout de la lorgnette. Et c'est en fait la prévention médicalisée ou la prévention au cabinet médical, ou en tout cas dans la relation de soins. C'est-à-dire qu'on va parler effectivement beaucoup de vaccination, de dépistage, éventuellement de prévention cardiovasculaire ou de règles hygiéno-diététiques. Mais effectivement, les autres volets de la prévention, comme l'action politique que vous avez évoqué, le plaidoyer politique ou la santé dans toutes les politiques, l'action sur les environnements pour qu'ils deviennent plus favorables, pour que les conditions de vie des personnes leur permettent d'être en meilleure santé, toute la dimension en fait de promotion de démarches communautaires en santé qui ont déjà été évoquées dans les 2 rencontres précédentes. Tout ça en fait ne semble pas être dans le viseur des politiques quand ils évoquent la prévention. Donc c'est vraiment important à chaque fois de rappeler que en fait une bonne prévention, elle s'inscrit dans une démarche de promotion de la santé qui va aussi favoriser la mise en place de démarches éducatives qui vont renforcer le pouvoir d'agir des personnes et bien sûr en lien avec le monde du soin. Le monde du soin, il est indispensable dans la prévention, mais l'angle d'approche ne peut pas être que celui-là. D'accord. Alors justement, puisque parfois les définitions sont un peu floues, est-ce que vous avez le sentiment, Christine, que justement ces politiques de prévention, elles sont toujours, et ça sera une des réactions qu'on aimerait avoir avec Monsieur Bras aussi, est-ce qu'elles sont toujours élaborées à partir d'objectifs chiffrés, de données véritablement précises, avec des objectifs certains, parce que quand on engage des investissements, il faut quand même viser un résultat. Est-ce que
nous qui ne sommes pas, enfin moi qui ne suis pas forcément spécialiste de toutes ces questions-là, est-ce que véritablement chaque fois on a un point de départ et un point d'arrivée véritablement déterminé quand on se lance dans une politique de prévention? Alors oui, on a souvent, les politiques s'appuient sur des données chiffrées, ça c'est vrai, souvent des données épidémiologiques, et se donnent des objectifs souvent aussi chiffrés, hein, avec des incidences ou des prévalences qui vont diminuer, etc. Donc ça existe effectivement. Ce qui me semble vraiment manquer en fait dans l'élaboration des politiques, c'est justement ce qu'on appelle l'utilisation de données probantes en prévention, c'est-à-dire qui vont croiser ces données chiffrées ou ces données issues de la recherche avec l'expertise des acteurs de terrain, celle de la population, avec les recommandations pour l'action, les aides, les guides d'aide à l'action qui existent déjà. Et en fait, ce sont ces données en fait qui sont rarement utilisées. Hein, on sait qu'il y a énormément de rapports qui sont produits, qui préconisent un certain nombre d'orientations, mais qui malheureusement sont très peu réappropriés par le politique et très peu réutilisés. Et c'est dommage parce qu'en fait, on gagnerait beaucoup probablement en efficacité et en utilité des politiques. Alors, on observe en fait les deux situations. Hein, vous avez, par exemple, comme pour les haltes soins addiction, leur efficacité est largement prouvée. Et en réalité, elle présente, enfin, on sait qu'il y a un grand risque qu'elle ne soit pas pérennisée, qu'elle ne soit pas étendue. Et inversement, les rendez-vous de prévention, pour lesquels il existe de nombreux rapports qui questionnent en fait leur efficacité et leur utilité, eh bien, ces rendez-vous sont mis en place. Donc voilà, on a des politiques qui devraient disposer, paradoxales complètement, ou alors plus, orientées par des idéologies que par véritablement des données validées. Très bien. Monsieur Braque, qu'est-ce que vous avez à dire justement sur les paradoxes des politiques de prévention, soutenir massivement des dispositifs qui ne fonctionnent pas forcément bien et au contraire moins bien soutenir des dispositifs qui fonctionnent de manière plutôt efficace? Oui, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet. Non, mais comme le terme prévention fait consensus, bien souvent, dans la décision politique, on peut considérer qu'il suffit de mobiliser des bonnes intentions pour faire de la prévention efficace. D'accord, c'est ce que Christine parle d'idéologie, c'est un peu ça. Voilà, c'est une autre manière de formuler le même constat. Et donc, je vais reprendre même le même constat sur les rendez-vous de prévention qui ont été institués récemment. Et donc, maintenant, tous les Français sont appelés à avoir des rendez-vous de prévention à 4 âges de la vie. Il y avait sur ce sujet-là un rapport du Haut Conseil de la santé publique qui disait assez clairement que ce n'était pas le meilleur usage possible à faire des ressources de notre système de soins et de prévention. Pour autant, ça paraît une notion d'évidence que si on fait des rendez-vous de prévention, eh bien on améliorera la prévention, et donc les politiques ont décidé de mettre en place ces rendez-vous de prévention. Alors maintenant, le monde de la prévention est en train d'essayer de récupérer cette initiative pour la tourner vers les gens qui en ont le plus besoin, pour faire de l'aller vers, ainsi de suite. Donc je ne dis pas que ça ne servira à rien, mais il est clair que c'était l'archétype d'une politique qui était valorisante pour les décideurs qui prenaient la décision, mais qui n'était pas extrêmement fondée sur des données. Il y a plein de campagnes de promotion de la santé qui sont du même acabit. Et puis il y a des domaines où on sait qu'il y a des moyens efficaces et des moyens qui ne coûtent pas cher. Je vais prendre un exemple, l'augmentation des prix du tabac. On a une très bonne évolue. Alors, pardon, on fume plus en France que dans les autres pays, donc on n'est pas en bonne situation sur ce sujet-là. Mais depuis une dizaine d'années, on a une baisse très sensible, et notamment une baisse chez les adolescents à 17 ans, une division quasiment par 2 du tabagisme quotidien. C'est très important, et même s'il y a eu plein d'initiatives, le paquet neutre, le remboursement des substituts nicotiniques, et puis le développement du vapotage, qui n'est pas une initiative publique, mais il y a eu une initiative majeure qui a été d'augmenter les taxes à partir de 2016 et donc d'augmenter les prix. Et là, on a toute une littérature qui montre que, quand on le sait, quand on augmente les prix, même si ça fait un peu
de contrebande, eh bien, ça fait baisser le tabagisme. Et là, on n'a pas besoin de preuves, on les a, on a les données. Clairement, ce qui limite la politique publique, c'est les intérêts que cette politique met en cause, parce que, bien évidemment, les effets sanitaires sont majeurs, très très importants, ils sont à très long terme, mais il y a des intérêts qui limitent l'ampleur qu'on peut avoir de cette politique. Normalement, le paquet de cigarettes devrait être à 15 € en 2027, on en est aujourd'hui à 12,50. Je ne sais pas si les politiques auront le courage d'aller au bout des engagements qu'ils ont pris dans le dernier plan de lutte contre le tabagisme. Même pas de l'alcool, mais ça, on va l'évoquer. On l'évoquera après quand on évoquera justement cette question des addictions. On va faire une toute petite pause. Harmonie Mutuelle a lancé récemment le mouvement de l'éco-santé pour permettre à chacun d'agir plus tôt, plus vite et autrement sur sa santé. Je vous propose de découvrir une petite vidéo sur le sujet. Siècle après siècle, des femmes et des hommes d'exception ont fait avancer la santé, en repoussant toujours plus loin les limites et en rendant possible ce qui semblait impossible. Comme vous. Oui, en reprenant une activité physique, vous participez au mouvement de l'éco-santé, un ensemble d'actions menées avec Harmonie Mutuelle pour agir plus tôt, plus vite et autrement sur votre santé. Harmonie Mutuelle. Avançons collectif. Donc on revient à notre discussion et notre séquence sur la mise en mouvement de ces politiques de prévention. Je serais un journaliste lambda, je vous demanderais quels sont les publics prioritaires à cibler pour mener ces politiques de prévention. Mais comme j'ai pu discuter en amont avec vous, je vous poserai la question un petit peu différemment. Est-ce que quand on envisage des politiques de prévention, il faut avoir plutôt une lecture sur le risque envisagé ou sur les publics envisagés? Je ne sais pas, allez-y. C'est une question extrêmement délicate et en ce domaine, c'est très difficile d'établir des priorités. Ma réponse à la première question, dire la prévention c'est un mot valise, donc vouloir lui donner... Mais des priorités dans un mot valise, c'est difficile. C'est extrêmement compliqué. Donc, par exemple, on peut se dire que des actions auprès des jeunes sont d'autant plus efficaces qu'elles vont déterminer une trajectoire de santé sur toute la vie et que ça doit être la priorité, mais clairement, c'est pas pour autant que je vais dire qu'il ne faut pas prévenir l'apparition de la dépendance et son développement aux âges élevés. Donc c'est un domaine où je crois que la poursuite de la définition d'une priorité est un leurre. Alors souvent on aime à dire qu'il faut organiser les politiques en décidant des priorités. Gouverner c'est choisir. Gouverner c'est choisir, et ainsi de suite. Clairement on ne choisit pas, même si globalement on essaie de maîtriser les dépenses. Bien souvent c'est des impulsions. Il y a eu une grande impulsion par exemple en termes de priorité donnée à un moment par un président de la République. Oui, par Jacques Chirac. Jacques Chirac sur le plan cancer. Mais c'était quand même une priorité qui allait de soi, qui faisait largement consensus, parce que c'est tellement une maladie qui est symbolique et qui touche tout le monde. Bien sûr. Clairement, après, c'est très difficile en matière de santé de faire de la priorité, parce que pourquoi quelle raison de privilégier telle ou telle maladie? Après, on peut rechercher les moyens les plus efficaces et les plus efficients de gagner des années de vie. Et donc là, par exemple, je reviens, souvent les moyens les plus efficaces et les plus efficients, c'est des politiques qui ne supposent pas de mobiliser de l'argent public, parce que quand on augmente les taxes sur le tabac, on ne mobilise pas de l'argent public, au contraire, bien sûr. On en produit. Donc, faire de la prévention, c'est des moyens, parce qu'il y a des actions qui supposent des moyens, mais c'est aussi des actions qui ne supposent pas de moyens particuliers et qui ne trouvent leurs limites que dans les intérêts économiques qu'elles mettent en cause. D'accord, très bien. Votre point de vue sur le sujet, est-ce que justement ça vous semble, comme nous le dit M. Bras, un peu une erreur de vouloir se fixer des priorités, voire même impossible? Et est-ce qu'il faut réfléchir en termes de public ou en termes de risque? Parce que malgré tout, il y a quand même des pathologies
et des phénomènes aussi qui font plus ou moins de dégâts dans la société. Est-ce qu'il faut réfléchir aussi les politiques de prévention en matière des dégâts que font un certain nombre de phénomènes ou de pathologies dans la société? Alors, ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'un certain nombre de publics cumulent des difficultés et des risques, et que sans doute ça devrait être ces publics-là qui devraient être prioritaires. Et ça veut dire aussi que pour ces publics-là, on ne va pas avoir une approche justement par risque, on va essayer d'avoir une approche transversale de prise en compte globale en fait de leurs difficultés. Et c'est ce que j'aime bien quand même dans cette proposition d'approche par public, c'est ce qu'on appelle une approche populationnelle en fait. Qui suppose très rapidement l'application de 5 grands principes. Le premier, c'est l'identification de ces populations, notamment celles que je viens d'évoquer, qui vont cumuler des problématiques et qui sont trop souvent encore un peu dans les angles morts des politiques publiques, comme les personnes en situation de précarité ou de handicap, les personnes détenues, les personnes âgées parfois, les personnes en difficulté, etc. Deuxième principe, c'est rassembler en fait toutes les données probantes disponibles concernant cette population. Et ce n'est pas seulement des données descriptives, c'est aussi des données concernant les meilleures pratiques avec ces populations, les meilleures interventions. C'est le déploiement, ça a déjà été dit précédemment, mais vraiment d'une démarche participative avec ces publics pour vraiment coller à leurs besoins, leurs attentes et leurs demandes. C'est aussi croiser cette approche avec une approche par milieu, c'est-à-dire ces personnes souvent présentent aussi des milieux de vie particuliers, des contextes de vie, des situations de vie particulières, donc c'est important de croiser avec ça, avec les déterminants qu'on va trouver en fait dans leur milieu de vie. Et puis enfin, ça nécessite forcément ce qu'on appelle une démarche intersectorielle, c'est-à-dire parce qu'en fait, et partenariale, parce qu'en fait, compte tenu de la complexité de ces situations, un seul acteur ne peut pas embrasser l'intégralité des problématiques qui vont concerner ces publics. Et ça veut dire qu'il va falloir travailler ensemble, il va falloir croiser le sanitaire, le social, le médico-social, etc., etc. Et ça va être un critère très important pour travailler avec ces publics. Très bien, ça rejoint énormément de choses qu'on s'est dites en séquence, dans la première séquence, sur l'idée de réfléchir en termes de bassin de population. Oui. Ça concerne, on l'a vu, le curatif, ça peut concerner aussi le préventif. Tout à fait, c'est vraiment essentiel de travailler, de croiser les secteurs en fait. Très bien. Parmi toutes les politiques de prévention, celle concernant les addictions reste absolument centrale, on l'a un peu évoqué. Quels sont les progrès à accomplir dans ce domaine, les obstacles à surmonter? Pour en savoir plus, écoutons Bernard Basset, président d'Addiction France. En ce qui concerne la prévention des addictions dans les politiques de santé, il y a 2 sujets. Il y a ce qu'elle devrait être et ce qu'elle est réellement. Alors, ce qu'elle devrait être, c'est simple, c'est les déterminants les plus forts de la santé. C'est ceux qui causent le plus de morts évitables. Le tabac et l'alcool, c'est 120 000 morts par an. D'autre part, c'est un coût social très important, 156 milliards pour le tabac, 100 milliards pour l'alcool. Donc, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de difficulté à dire que c'est des priorités absolues de santé publique. Dans la réalité, il y a en réalité une lutte contre le tabac qui, je dirais, s'est structurée peu à peu, de manière efficace, cohérente, et on commence à avoir des résultats extrêmement visibles avec une baisse de la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, ce qui est plutôt bien et de bon augure pour les générations futures. En ce qui concerne l'alcool, c'est pas du tout la même chose. Le lobby de l'alcool est extrêmement fort en France, il est présent partout, il est présent au gouvernement, il est présent au Parlement, il est présent dans les médias, et donc on a beaucoup de mal à avoir une politique cohérente. Cette politique cohérente, on sait quels sont les leviers efficaces. C'est le prix, c'est la publicité, c'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux actuellement avec les influenceurs. Donc tous ces éléments contribuent en fait à nuire à la prévention et à une prévention en particulier efficace qui pourrait agir sur ces leviers-là. Pierre-Louis Bras, une petite réaction juste par rapport à ce que nous dit Bernard Basset, qui rejoint ce que vous nous disiez, des résultats vraiment
considérable concernant le tabac. Vous disiez que voilà, pour atteindre les 15 € le paquet, il va falloir s'attaquer à un certain nombre de lobbying. En matière d'alcool, on est encore assez loin de beaucoup de choses. Moi, je me suis toujours posé la question à titre personnel, je vous livre juste une observation personnelle, pourquoi sur les bouteilles de vin, il n'y a pas marqué l'abus d'alcool est dangereux pour la santé? Oui, c'est une question dont la réponse est simple, c'est parce que ceux qui font les bouteilles de vin ne souhaitent pas que ça soit inscrit dessus, quoi. Ouais. En gros, quand vous achetez un paquet de cigarettes, vous payez 90% de taxes. Quand vous achetez un litre de vin, vous payez 4 centimes de taxes, quoi. 4%. Donc, on voit bien que le lobby du tabac est encore puissant. Il s'incarne aujourd'hui moins à travers les entreprises qui font du tabac que à travers le réseau des buralistes, mais ça reste puissant et puis ils sont alliés. Par contre, le lobby de l'alcool, lui, est extrêmement puissant et c'est ça la limite. Et c'est vrai que vous parliez de priorité tout à l'heure. Si on regarde simplement les méfaits et le fardeau de maladie, tabac, puis alcool, et après nutrition et activité physique, pollution de l'air, des choses comme ça. Mais tabac et alcool restent encore les problèmes majeurs. Oui, les chiffres ont été donnés par Bernard Basset, ils sont quand même très très importants, même en milliards. Donc sur le tabac, pour le moment, des progrès. Sur l'alcool, la consommation d'alcool baisse en France, mais très petitement, et il est clair que c'est plus un changement culturel heureux de la population que l'impulsion des politiques publiques, quoi. Et on le sait, il faudrait mettre un prix minimum par gramme d'alcool pour arriver à vraiment faire baisser le taux d'alcoolémie en France. Et certains montrent même que ça nuirait aux mauvais producteurs, mais que ça préserverait les producteurs que nous affectionnons en France, qui font du bon vin et ainsi de suite, si on mettait ce prix minimum sur l'alcool, avec des effets qui ont été prouvés dans des études par ailleurs, majeurs sur le niveau d'alcoolémie. D'accord, très bien. Dernière question qui sera une question internaute. Lorsqu'on se penche sur les politiques de prévention, l'offre actuelle ne mérite-t-elle pas d'être questionnée? Alors peut-être que cette interrogation n'est pas très claire. En tout cas, ça fait référence justement aux structures qui sont censées être les structures traditionnelles de la prévention. On pense à la médecine du travail, la médecine scolaire, la PMI. On va peut-être enfoncer une porte ouverte, mais toutes ces structures-là sont actuellement, j'allais dire, en déshérence. Est-ce que ça ne fait pas partie du paradoxe absolu, justement, des politiques de prévention? Oui, non, mais c'est toujours très important de le redire, en fait, parce qu'on, en théorie, nous disposons dans notre pays d'une offre en matière de prévention et de santé publique que vous avez évoquée très bien, à commencer effectivement par la protection maternelle et infantile, qui sur le papier est absolument extraordinaire, notamment dans tout ce qui concerne la réduction des inégalités sociales de santé, puisqu'on n'arrête pas de dire, on l'a redit encore tout à l'heure, qu'il fallait des interventions précoces, des interventions proportionnées aux besoins. C'est une institution très accessible, qui a une capacité d'aller vers aussi, avec les visites à domicile. Et j'ai en tête, moi, le rapport de la députée Michèle Peyron qui remonte à 2019 et qui soulignait déjà les difficultés de la PMI. Et je ne crois pas que la situation se soit améliorée au regard notamment de la situation des collectivités territoriales, etc. Donc là, c'est un vrai paradoxe, effectivement. Souvent, quand on est, nous, interrogés par des politiques qui nous disent « on espère que vous travaillez bien avec la médecine scolaire ». Oui, on dit oui, on travaille très bien avec l'éducation nationale au sens large, mais les services de promotion de la santé en milieu scolaire, on en connaît les difficultés qui sont régulièrement rappelées. Donc il faut vraiment renforcer l'attractivité des métiers dans ce secteur-là. Donc il faut y mettre un peu des moyens avec une vraie volonté politique. On peut parler aussi des services de prévention et santé au travail. Là, on voit bien qu'il y a aussi des besoins tout à fait énormes par rapport à la prévention. Enfin, on n'a pas non plus des chiffres très bons par rapport à la prévention en milieu de travail, par rapport aux accidents du travail, etc. Donc, et troubles musculo-squelettiques, etc. Il y a plein de choses à faire. Et moi, je vois bien quand je recrute une personne, en fait, maintenant, elle a une consultation de 15 minutes en visio avec
avec une professionnelle de santé et puis qu'elle ne reverra plus avant 2 ans. Ouais, donc on voit bien les difficultés en fait de ces services-là. Alors on aimerait pouvoir s'appuyer davantage sur eux, travailler davantage en partenariat avec eux, mais la réalité c'est celle d'un sous-dimensionnement absolument dramatique de tous ces secteurs-là. Et bon, la question de la santé mentale a déjà été évoquée, donc je n'y reviens pas, mais les difficultés sont vraiment là. Très bien. Christine, Pierre-Louis, je vous remercie pour ces réflexions. On a bien pris la mesure tout au long de cette émission des nombreux défis à relever. Ils sont nombreux pour améliorer notre système de santé dans les années à venir et des réformes parfois structurelles à mener. Je vous signale dans la poursuite de ces échanges que l'UNIOPS organise le 30 juin à Paris une demi-journée sur la question de la santé mentale, un rendez-vous durant lequel l'Union fera part de ses positions sur le sujet. Pour plus d'informations sur cet événement, n'hésitez pas à vous rendre d'ailleurs sur le site de l'UNIOPS. Je vous invite aussi une nouvelle fois à découvrir le dernier numéro d'Union sociale sur ce sujet de la santé. Et je voudrais à présent remercier tous les techniciens, les équipes de l'UNIOPS et celles du Crédit Coopératif pour leur aide et leur soutien, mais aussi Harmonie Mutuelle, notre partenaire pour cette émission. Je salue également la participation de plus en plus active de nos spectateurs et vous rappelle que vous pouvez accéder à tous les replays de l'émission en vous rendant sur notre chaîne YouTube. Merci encore pour votre attention et bonne journée sur Solidarité TV.